Ah mais combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, bonjour ou bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session de Lumière Rouge dans laquelle nous allons parler du fameux marché sexuel. Le marché sexuel, c'est ma foi ce qui régit le moindre de vos coups de rein et qui dicte la plupart de vos coïts. D'abord et avant tout, Ralph, bonsoir, comment vas-tu ? Ça va, pas trop mal, c'est chaud. Oui, très très chaud ici aussi. Bien écoute, je vais te laisser introduire, en tout bien tout honneur, le sujet. Donc, que peux-tu nous dire sur le marché sexuel ? Que l'amour est un marché, que le sexe est un marché, que les relations hommes-femmes sont un marché dans lequel le point de rencontre entre l'offre et la demande s'appelle le prix. Et puisque l'amour est un marché, les agents qui souhaitent acquérir un produit amoureux ou relationnel ou sexuel se lient par contrat. Un contrat un peu particulier parce que, malgré sa complexité, malgré son effroyable complexité et ses millions de micro-clauses incompréhensibles, il n'est constitué que de règles tacites, des règles non écrites, dont la méconnaissance peut pourtant avoir des conséquences juridiques, financières, voire pénales, certaines. L'amour est un contrat qu'on appelle en droit synalagmatique, c'est-à-dire créant des obligations réciproques pour les deux parties. Toutefois, ce ne sont pas forcément des obligations équivalentes. Si on le compare à la vente, par exemple, le contrat amoureux peut être précédé de négociations. Il est d'ailleurs toujours précédé de négociations. Les acheteurs s'entendent sur la chose et sur le prix. Quand les prix sont affichés directement, méfiez-vous, ça s'appelle de la prostitution. Ces négociations peuvent durer quelques secondes ou plusieurs années. Il n'y a aucune règle en la matière. Comme pour toute transaction commerciale, les individus ont tendance à enjoliver ce qu'ils ont à offrir. Rien de mal là-dedans, au contraire, ça n'est jamais que du marketing. On travaille son argumentaire, on soigne sa présentation. Il est même conseillé de le faire. L'amour est un marché ultra concurrentiel. Enjoliver le produit, c'est très bien. Mais l'homme particulièrement doit veiller à ne pas dépasser certaines limites. S'il extorque un consentement par erreur, violence ou dol, c'est-à-dire avec des manœuvres frauduleuses, il quitte le domaine de la séduction et entre dans la catégorie du violeur. Il devient donc un criminel. Le viol n'est qu'une forme particulière de vol, d'extorsion, de coït. Prenons ce bon vieux Harvey Weinstein, par exemple. Voilà un homme, fort solvable, qui pour gagner les faveurs des plus belles actrices du monde, leur promettait de sublimes carrières et des rôles oscarisables. Les dites actrices, n'ayant rien obtenu, ou pas suffisamment, considèrent alors au crépuscule de leur carrière avoir été rétroactivement violées. Et c'est parfaitement exact. Weinstein n'a pas versé le prix qu'il s'était promis d'acquitter. Il a violé les termes du contrat. En revanche, pour une femme qui survendrait une prestation sexuelle, profitant allègrement des largesses de ses soupirants, mais qui au dernier moment se déroberait à ses obligations, alors aucun règlement juridique du litige n'est possible. L'homme assume seul le risque de la malhonnêteté contractuelle féminine. C'est une forme d'escroquerie légale. La femme qui accepte le paiement sans délivrer la chose est une voleuse, voire une violeuse, car c'est financièrement que l'homme se fait violer en se faisant voler son temps, son attention, son argent, son intelligence, son énergie.
La femme qui accepte de se faire inviter au restaurant en sachant par avance qu'elle se dérobera au coït est une femme de mauvaise vie, une violeuse. Alors que ce soit pour la vie ou pour une nuit, les exigences des parties diffèrent considérablement. Un homme peut ainsi consentir à payer une faible somme afin de s'offrir les services d'une femme vieille et obèse si c'est pour une nuit, discrètement, alors qu'il n'investirait rien sur cette partenaire dans le cadre d'une relation à long terme. Les relations à long terme, voyez-vous, sont très onéreuses pour l'homme. Un bon gestionnaire exigera donc de sa partenaire qu'elle soit mince, jeune, fertile et disposée à offrir son utérus. Messieurs, regardez en premier quand vous achetez, c'est comme quand on achète une vache, c'est pareil, vous regardez l'écart intercuisseau. S'il y a un écart intercuisseau, c'est bon. Et si elle vous aime bien, et si elle vous a à la bonne, elle peut même vous faire une petite ristourne. Inversement, une femme peut consentir un paiement sous forme d'humour, de divertissement, d'écoute, si elle vend une relation à court terme. Pour du long terme, elle exigera un patrimoine, un CDI, une voiture, et sûrement tout un tas d'autres choses dont il est impossible de faire la liste exhaustive, car lorsqu'il s'agit de faire payer l'homme, la femme est incroyablement créative. C'est d'ailleurs le seul domaine où elle le soit. En parfait libéral, voire libertarien tendance anarcho-capitaliste ou paléo-anarchiste, je considère qu'un marché, pour fonctionner correctement, doit être entièrement libre. Aucune force publique, aucune personne publique ne doit fausser la concurrence ou orienter le comportement des individus. C'est de cette liberté qu'émergent les règles les plus justes et que se constitue une authentique hiérarchie synonyme de justice parfaite. Malheureusement, l'État, dans sa folie socialisante, vient troubler ce délicat mécanisme. Les règles sur le divorce, les allocations familiales, l'octroi de prestations compensatoires, et même dans une certaine mesure l'ensemble des règles tendant à une égalité des sexes, sont autant d'obstacles à la saine et libre rencontre des consentements et une entrave à la loyauté dans l'exécution des contrats. Nous vivons dans un système de socialisme sexuel, et comme tout socialisme, il crée la misère sexuelle, le malheur, le désespoir, l'incivilité, le ressentiment, les mauvais comportements, l'inflation législative. Revenons donc à un juste libéralisme en la matière, et un doux patriarcat se mettra en place le plus naturellement du monde, très rapidement. L'amour est un marché, par conséquent, la lecture des grands économistes, la connaissance du droit des contrats, du marketing, de la négociation commerciale, vous en apprendront bien plus sur les relations hommes-femmes que les vulgaires formations des pick-up artistes ou autres coachs en développement personnel. Ne donnez pas 250 euros à Radu Stoanescu pour 4 heures de phone coaching. Ça ne vous servira à rien. La connaissance des règles d'un marché donné vous permet certes d'y évoluer avec davantage d'aisance. Mais le risque ne disparaît pas. Le risque ne disparaît jamais. Le marché du sexe, le marché relationnel, est un marché impitoyable et beaucoup sont ceux qui, bien qu'ils en maîtrisaient les usages, y ont perdu des fortunes, du temps et même la vie. Martial, c'est à toi. Merci beaucoup. Sur ta position, je trouve que t'es pas très éloigné d'un Stirner, avec ses histoires d'associations d'égoïstes. Pour ceux qui s'intéressent à la théorie du marché sexuel, je vous conseille tout simplement de vous pencher sur Google Scholar. Vous avez énormément d'articles universitaires sur le sujet, parce que c'est un vrai sujet sérieux. Et donc, le fait de considérer les relations comme une forme particulière d'économie, vous avez des quantités et des quantités d'articles dans des revues à impact factor important, et qui sont généralement assez intéressants. Ah, mais on dit ça avec humour, mais on est à la pointe de toutes les sciences cognitives, sociales. Absolument. C'est la même chose. Ah oui. Pour ma part, j'ai pris un angle un peu différent pour traiter du sujet. D'abord parce qu'on avait déjà évoqué les bases de la théorie des marchés sexuels et relationnels
dans une autre émission, à laquelle je renvoie nos auditeurs, et en plus ça nous fera des vues. Et en plus, je savais que tu allais faire une introduction magnifique. Donc, pour ma part, j'aimerais, dans le cadre de cette intervention, m'éloigner un peu du sujet à proprement parler, prendre un petit peu de hauteur peut-être, et me demander pourquoi ce sujet, précisément, provoque chez certains et certaines autant de résistance. Parce que c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on a souvent des commentaires négatifs, des gens qui n'y croient pas, etc. À mon avis, la réponse tient en plusieurs points. Tout d'abord, cette théorie met le doigt sur un point qui fait habituellement très mal à notre petit ego d'occidentaux surcouvés et persuadés tout à la fois de leur génie propre et de leur divine singularité. Elle nous montre en effet que ce que nous croyons relever du choix individuel, et du choix individuel le plus intime qui soit, ne dépend pas uniquement de notre caprice, ni de notre bon plaisir, mais obéit à des lois. En d'autres termes, ça veut dire que nous sommes beaucoup plus déterminés que nous ne le pensons, que même la manière dont nous désirons ne nous est pas naturelle, ou en tout cas n'est pas issue du ciel, mais fait à certains égards partie de nos acquis. Pour ceux qui adhèrent encore à la théorie fumeuse, mais si courante, d'un libre arbitre absolu, ceux qui croient qu'on peut être objectif, ceux qui pensent qu'il peut exister une pensée, un désir, une pulsion, qu'on puisse exclure de son contexte, et qui soit autre chose in fine que la confession d'un corps et le résultat d'une histoire, la chose a en effet de quoi déranger. Tout à coup, on se rend compte que nous sommes déterminés, que rien de ce qui nous constitue nous appartient absolument, et que la marge de manœuvre dont nous disposons est souvent plus étroite que nous n'aimons à le croire. Un autre axe de résistance à la théorie du marché sexuel est l'idée selon laquelle, puisque le désir et même l'amour ont des lois, cela pourrait signifier que ces sentiments sont fins ou fictifs. C'est faux. Ces gens-là pensent que, par exemple, puisque l'hypergamie existe, ça veut dire que les femmes sont toutes intéressées et parfaitement conscientes de cela. Ça aussi c'est faux. De même, en tant qu'homme, vous êtes le sujet de votre hypogamie, que vous le vouliez ou pas, que vous en soyez conscient ou non. Et elle se manifeste à chaque fois que, sans même que vous pensiez consciemment à tromper votre femme, vous suivez du regard le cul de la secrétaire qui tangue à chacun de ses pas. Enfin, il y a ceux qui trouvent dégueulasse qu'à l'ère de l'égalité, on ose encore penser qu'hommes et femmes sont différents et que leur biologie dicte une bonne partie de leur comportement. Qu'on puisse encore, en 2019, croire que quand une moitié de la population prend peu de risques dans l'acte sexuel, augmente ses chances d'avoir des descendants en fonction de son nombre de partenaires, a un plaisir quasiment garanti dans l'acte et étant à disposer de davantage de ressources, elle va avoir un rapport à la sexualité et des stratégies relationnelles différentes de l'autre moitié, qui prend davantage de risques, n'augmente pas significativement ses chances de procréation, en multipliant les partenaires au-delà d'un certain nombre, dont le plaisir n'est en aucun cas garanti dans l'acte, et qui tend à capter les ressources détenues par l'autre moitié. La salope. Je rigole. Qu'une théorie rappelle que le réel existe, que nos corps nous définissent et que nous sommes le produit de l'évolution, voilà qui est réellement répugnant à l'heure du « c'est mon choix » et « seul compte mon caprice ». Certains et certaines, donc, semblent penser que puisque l'attraction s'explique par des lois, cela veut dire qu'elle n'est pas sincère, ou que tout l'imaginaire, celui qui implique des chandelles et des bouquets de roses, des dîners romantiques et des balades au clair de lune, des baisers passionnés et des extases sensuelles, tout cela ne serait que du vent. Bien sûr que tout cela a un aspect factice, cliché, comme tout ce qui sort de la matrice à rêve d'Hollywood, des romans à l'eau de rose ou des séries télé. Mais il n'empêche que ces fantasmes disent quelque chose du réel. Plus exactement, ils disent quelque chose de ceux qui y tiennent. Ils disent le désir d'être chéri pour ce que l'on est, car une fois dans notre cœur ouvert, l'élu de nos pensées verra quel être unique et magnifique, à l'immense richesse intérieure, et quand on n'a pas de richesse extérieure à donner, c'est les richesses intérieures sur lesquelles on compte, à l'immense richesse extérieure nous sommes, et ce, quelles que soient nos réussites ou nos échecs réels par ailleurs. Ils disent le souhait d'être jugés sur des critères intérieurs et subjectifs, d'après lesquels nous sommes merveilleux, forcément merveilleux, et non sur des critères extérieurs et sans doute plus objectifs. Ils disent le désir infantile, puéril, d'un amour qui soit en réalité celui de notre maman, un amour éternel, intarissable, absolu, inconditionnel, un amour que nous croyons mériter simplement parce que nous sommes là, parce que nous sommes nous-mêmes, et qu'être nous-mêmes c'est une qualité, n'est-ce pas? Et se prendre dans la gueule dès que non, nous n'avons plus 5 ans, non personne, sinon peut-être Dieu, si on y croit, ne nous aimera plus jamais comme notre mère a pu nous aimer. Cette idée est certes salutaire, mais elle n'a rien d'agréable. Alors comme souvent, on préfère en général tuer le messager, et se dire que tout ça c'est des conneries, ou croire que l'on peut hacker le système, ou qu'on peut le renverser.
Au fond, ce que tout cela nous dit surtout, c'est le refus du réel. L'incroyable romantisme de certains, la tendance à préférer le rêve, ou la théorie, ce qui est la même chose, à la réalité. Le regret aussi, sans doute, qu'il n'existe aucune morale immanente. Que non, le réel n'est ni bon ni mauvais. Il n'est ni moral ni immoral et amoral. Ce qui veut dire que la morale, c'est à nous de la créer. Qu'elle ne repose que sur nos considérations, que sur les valeurs que nous créons. Qu'elle n'est ni naturelle, ni absolue. Il y a pas mal de gens que cette idée dérange. Ça y est? Ouais, ça y est. C'est beau. Ah. Tu vois, je réfléchissais pendant que tu parlais et je me disais que Lumière Rouge, c'est vraiment une des seules émissions où on parle de Red Pill sans être des incels, sans être des insolvables aigris, sans être des obsessionnels complètement tarés. On essaie. Voilà. On essaie en tout cas. On essaie, bien sûr. Mais et on n'est pas beaucoup sur le marché. Non. C'est quand même un bon marché de putain de cassos. Ben, c'est normal. C'est normal que les premiers à se plaindre d'un système soient ceux qui en souffrent le plus. Néanmoins, effectivement, je pense que si la Red Pill doit encourager à quelque chose, c'est pas à hurler que c'est dégueulasse. C'est à comprendre. C'est à comprendre comment les choses marchent. Et à accepter l'idée que notre système de représentation voilà. était erroné. C'est ça. Et avec un meilleur système de représentation, même si ça fait souffrir, de toute façon, ce sera mieux. Puisque, comme disait Jésus, la vérité nous libère. Oui, tu as aussi ça, enfin, une façon de dire ça, dans la table d'Émeraude, d'Hermès Trismégiste, où on dit « Le hasard n'est que l'expression d'une loi incomprise ». Et c'est très, très vrai. Ce que tu appelles hasard, généralement, c'est une loi que tu ne piges pas. Et donc, ce à quoi, à mon avis, la Red Pill doit nous encourager, c'est à chercher ces lois. Et à ne pas se laisser aveugler par le moralisme à deux balles. Le réel n'est pas tenu de respecter ce que nous pensons. Le réel n'est pas tenu de respecter ce que nous croyons. Et si nos croyances s'avèrent être en désaccord avec le réel, c'est pas le réel qui a tort. Il y a une histoire que j'aime bien rappeler, c'est l'histoire de Lysenko. Lysenko, c'était un agronome soviétique qui avait développé une théorie selon laquelle certains arbres étaient naturellement socialistes. C'est-à-dire que si tu les plantes... Ah oui, je me souviens de cette histoire. Voilà, si tu les plantais à une densité 3 fois supérieure à la normale recommandée par les autres agronomes, ils allaient en fait coopérer de sorte que non, ils allaient pas être ils allaient pas être en concurrence pour les ressources, ils allaient pas être en concurrence pour l'eau, pour la terre, pour le soleil, au contraire, et ça allait te donner 5 fois plus de bois. Bah, Lysenko a planté ses arbres, et forcément ça n'a pas marché, parce qu'un arbre a besoin d'une certaine quantité d'eau, de soleil et de terre pour pouvoir se développer pleinement. Mais Lysenko a contribué à faire envoyer en Sibérie la plupart de ses collègues qui ont dit que ça marchait pas. Et c'est vraiment ça qui est typique des pensées totalitaires, hein. C'est se dire que si le réel me donne tort, il va être urgent, comme je disais tout à l'heure, de tuer le messager. Il va être urgent de se débarrasser de ceux qui disent le réel. Et c'est pas que une caricature soviétique. Cette tendance à être un Lysenko, à s'accrocher à la théorie envers et contre tout, même quand le réel nous donne tort, on peut tous tomber là-dedans. Et il faut être particulièrement vigilant à ce sujet, je pense. Bien sûr. Une pensée qui n'est pas totalitaire, qui n'est pas hystérisante, c'est une pensée qui sublime nos instincts et nos pulsions. Et qui ne vient pas les tordre ou les nier. Et les pensées totalitaires, notamment sociales. En ce moment, je te dis, je suis dans l'archipel du Ah oui, donc forcément, en ce moment, je suis vraiment en plein dedans. Mais c'est abominable ce bouquin, hein, franchement. Putain, on voit jusqu'où la pensée totalitaire peut aller dans le déni de réalité. On espère que ça ne se produira plus, mais jusqu'à déporter des millions de personnes pour un oui ou pour un non. Ouais. C'est les gens qui veulent s'accrocher à leurs rêves sont des fous.
Bah disons que tu peux t'accrocher à tes rêves dans une certaine mesure, mais il faut pas oublier que c'est des rêves. Il faut pas oublier que à la fin, ça peut pas être ta conception du réel qui a raison. C'est le réel. Il existe, il est là. Si ta pensée pouvait façonner le réel, tu serais Dieu. Eh oui. Ou un dieu. Ou un Dieu. Mais à l'exception de la divinité, y a que ça. Ou alors il faut tomber dans une pensée du type après tout, rien ne prouve que les autres existent, rien ne prouve que l'ensemble du réel n'est pas le produit de mon imagination, et donc Oui. peut-être que je suis le seul être qui existe réellement. Mais Voilà, enfin, la personne qui pense comme ça est un psychotique. Hein. ah oui, là tu commences à flirter avec des zones dangereuses. Ça risque d'être, ouais, si vous pensez comme ça risque d'être compliqué. J'ai une petite phrase sympa que j'ai sortie un soir bourré quand j'étais, je sais plus, à la fac. Puis on en revient au sujet du marché sexuel, Revenons du au marché sujet. relationnel. On parlait du mariage avec un pote, je sais plus ce qu'on se racontait, et j'ai dit rien n'est plus étroit que les liens financiers. Oui, c'est pas faux, hein. Non. Les intérêts mutuels sont une des forces les plus puissantes qui soient. Mais cette déromantisation des choses, en fait, c'est finalement, on en parlait dans une autre émission, la fermeture de cette petite parenthèse 20e siècle, où, voilà, pendant 2 générations, c'est-à-dire un temps très bref à l'échelle humaine, on a prétendu ne pas prendre en considération l'aspect matériel des Absolument. humains. Mais c'est comme si demain, sur le marché de l'immobilier, plus rien ne valait rien, vous pouviez trouver un appartement n'importe comment, vous installer partout où vous voulez, acheter pour une poignée de pain, mais vous en auriez un peu rien à foutre. Et quand le marché remonte, les gens maximisent la valeur de leurs biens, font super attention quand ils le vendent, le présentent. Aujourd'hui, on a des émissions, parce que c'est ce qui est en train de se passer sur le marché de l'immobilier, on a des émissions qui sont dédiées à ça, et c'est juste le retour à une situation entre guillemets normale. Oui, ou en tout cas courante, oui. Très courante. Il y a des pays où vous ne pouvez pas vous marier si vous n'avez pas accès au relationnel avec les femmes ou le sexe, si vous n'avez pas de situation. Vous n'avez pas accès. Voilà. Oui. C'est fini. Mais ça a été le cas en Occident pendant très très longtemps. Combien t'as d'histoires, enfin, toute la littérature 18e, 19e on parle. Combien t'as d'histoires de gens qui peuvent pas se marier parce qu'ils n'ont pas encore la situation, ou qui voudraient se marier avec une telle, mais ils ont pas encore les moyens. Et donc la une telle, puis la une telle, elle finit avec quelqu'un d'autre parce que c'est une meilleure option, parce qu'il est plus prometteur aussi. Il est plus prometteur. Voilà, c'est la vie. Voilà, ou peut-être qu'il l'est moins, mais il est disponible maintenant. Enfin voilà. Ça tient à rien. Ah oui. Par exemple, un jour, une femme peut vous préférer à un autre pour des raisons purement géographiques, par exemple. Oui. Vous avez pas de voiture, il faut 1h30 pour venir vous voir. Bon, elle préférera l'autre qu'elle aime peut-être moins, mais qui a une bagnole et qui passe vous voir en 20 minutes. Bah oui. Tout simple. Franchement, des fois, ça tient à ça. Oui, bien sûr. Ça peut aussi tenir à des détails infimes. Et c'est pas, enfin, contrairement à ce que vous croyez, ça n'a rien d'illégitime. Et je pense en particulier au rapport au matériel. C'est-à-dire que quand on dit qu'un certain nombre de relations sont dictées par le patrimoine et les revenus, ou en tout cas sont largement influencées, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça dégueulasse. Mais non. Quand vous envisagez un partenaire qui est éventuellement un partenaire reproductif, il est normal que vous souhaitiez avoir comme partenaire reproductif, d'une part, une personne qui va apporter une certaine sécurité à vos enfants, et d'autre part, une personne qui va leur apporter un bon patrimoine génétique. Or, le mec qui a des revenus ou un patrimoine important, ça veut dire que soit il les a acquis lui-même, auquel cas, ça veut dire que c'est quelqu'un de particulièrement chanceux, peut-être, mais sinon intelligent, déterminé.
miné, bosseur, donc qui a un patrimoine génétique intéressant dans la société qui est la nôtre. Et s'il l'a pas acquis lui-même, s'il est héritier, mais c'est presque pareil. Ça veut dire que il y a un de ses ascendants, son père ou son grand-père ou son arrière-grand-père, qui a acquis tout ça. Et donc, il possède les gènes. Voilà. Voilà. Il porte en lui les gènes de celui qui réussit. Voilà. Donc, bien sûr, c'est pas une garantie, bien sûr, mais même si c'est pas une garantie absolue, il est tout à fait normal d'avoir plus envie de se reproduire avec un mec comme ça que avec un type qui semble peu fiable, qui semble addict. Jean RSA. Voilà. Jean RSA. Parce que effectivement, peut-être que Jean RSA a des qualités de cœur magnifiques. C'est très ça arrive, hein. Oui. J'ai rien contre les gens au RSA, mais ça fait pas mouiller les meufs, par contre. Voilà, c'est-à-dire qu'il a peut-être des qualités magnifiques, c'est tout à fait possible, mais rien dans sa situation matérielle ne le montre. Or, on ne voit pas le cœur, on ne sonde pas le cœur et les reins. On ne peut savoir des autres que ce qu'on en voit. Que ce qu'ils en disent, bien sûr, mais encore, ce qu'ils en disent, c'est pas fiable, mais que ce que l'on voit et ce que l'on peut constater. Ça veut pas dire non plus que l'échelle du matériel est la seule échelle qui compte, ni que c'est une échelle absolue. Bien sûr que non, mais quand on parle de gratuité, de financier, de prix, vous savez, il y a pas que l'argent dans les transactions. Il y a toutes les théories de dons, de contre-dons. Oui, potlatch. Quand vous offrez votre temps, quand vous offrez votre culture, quand vous offrez votre bagou, quand vous offrez votre humour, c'est une forme de paiement. Bien sûr. Il y a des gens à qui vous, des potes qui vous font marrer, mais vous êtes capable de tout leur donner à ces potes-là. Voilà. Et oui, il y a aussi effectivement les gens qui nous rendent la vie meilleure. Et oui, rendre heureux quelqu'un. Franchement, si c'est pas une belle compensation. Oui, c'est une très belle valeur. Mais là aussi, hein, tout le monde n'est pas doué pour ça. Non. Oula, non. Et ouais. Oui, je me disais qu'on pouvait peut-être. Je pense qu'on a fait stopper. À peu près le tour du sujet avec quelques digressions au milieu. On va sûrement refaire une émission d'ici juillet. Oui. Et la chaîne sera mise en pause pendant juillet-août. Non pas qu'on va se tourner les pouces. Ah si, aussi un peu. On va un peu se tourner. Ouais, on va un peu. Moi, je bosse tout l'été, quoi. Ah. Donc c'est un peu la merde, mais on va bosser. Mais ce sera pas sur des vidéos, ce sera sur autre chose. Donc on va vraiment bosser tout l'été et reprendre les émissions à la rentrée, peut-être avec d'autres formats. On se pose aucune limite. Donc une émission, peut-être deux. Avant la pause estivale. Voilà. Si vous avez des idées de tout à fait, allez-y. N'hésitez pas. Nous, franchement,